Alors désolé, nous reprenons. Donc on est 10 Ivan, 5785, c'est le Rambam. Alors, un pressoir à vin en pierre enduit de pois dans lequel un gentil a foulé du raisin ou un pressoir à vin en bois enduit de pois. Bien que le gentil n'y ait pas foulé de raisin, il est nécessaire de gratter la poix. Et si l'on a laissé vieillir 12 mois ou qu'on y a mis de l'eau pendant 3 jours, c'est-à-dire 72 heures, il n'est pas nécessaire de gratter la poix. Le pressoir ne saurait obéir à une loi plus sévère que les cruches. Ce n'est qu'en vue de le permettre à un usage immédiat qu'il a été prescrit de gratter la poix. Dans le cas d'un pressoir à vin en terre cuite, même si on a gratté la poix, il est interdit d'utiliser immédiatement pour fouler du raisin. Il faut le soumettre à l'action du feu de manière à le chauffer suffisamment pour que la poix s'assouplisse. Et si l'on a laissé vieillir 12 mois ou qu'on y a mis de l'eau pendant 3 jours, il est permis de l'utiliser comme nous l'avons expliqué. Le filtre à vin d'un gentil, s'il est fait de poils, on le lave et on peut alors s'en servir pour filtrer. S'il est en laine, on le lave à l'eau et à la cendre 4 fois et on le laisse jusqu'à ce qu'il sèche, après quoi on peut s'en servir pour filtrer. S'il en est en lin, on le laisse vieillir 12 mois. Et s'il y a des nœuds, on le défait avant. Et de même, tous les ustensiles en alpha, en palme ou ceux qui sont semblables parmi les paniers en vannerie dans lesquels on fout le raisin pour le vin. S'ils sont cousus avec des cordes, on les rince. S'ils sont faits de fibres végétales tenues l'une à l'autre en étant solidement entrelacées, on les rince à la cendre et à l'eau 4 fois. Et on les fait sécher, après quoi on peut les utiliser. S'ils sont cousus avec du lin, on les laisse vieillir 12 mois. Et s'il y a des nœuds, on les défait avant. Les ustensiles du pressoir à vin qui ont servi à un gentil pour fouler du yaïn est sec. Comment les purifie-t-on pour qu'ils puissent être utilisés par un juif? Les planches, les cylindres et les balais, on les rince. Les treillis de branchage ou de chambre, on les essuie. Ceux qui sont en jonc, on les laisse vieillir 12 mois. Et si on désire les purifier immédiatement, on les épure à l'eau bouillante ou on les ébouillante dans l'eau des olives, on les place en dessous d'un tuyau d'eau qui coule à jet continu ou dans une source d'eau courante pendant 12 mois. Après quoi, il sera permis de les utiliser. À l'époque où la terre d'Israël appartenait entièrement au peuple d'Israël, on achetait le vin de n'importe quel juif sans soupçon à son égard. Hors de la terre d'Israël, on achetait le vin qu'à un homme dont l'intégrité avait été établie. À l'époque actuelle, on achète le vin qu'à un homme dont l'intégrité a été établie. Il en va de même pour la viande, le fromage et un morceau de poisson qui n'a pas de signe distinctif, comme nous l'avons expliqué. Quel que soit le lieu et l'époque, si on est invité chez un particulier et que celui-ci apporte du vin, de la viande, du fromage ou un morceau de moisson, il est permis de manger, il n'est pas nécessaire de l'interroger à ce sujet, même si on ne le connaît pas et que l'on ne sait pas simplement qu'il est juif. Et s'il est établi que cet homme n'est pas scrupuleux et qu'il n'est pas pointilleux sur ces choses-là, il est interdit d'être son hôte. Et si on a transgressé en acceptant d'être son hôte, on ne pourra ni manger de viande ni boire de vin en prêtant foi à sa parole, mais seulement si un homme intègre atteste l'origine de ces aliments. C'est faire Kedusha, loi relative aux aliments interdits, chapitre 12. Par quel contact un gentil rend-il le vin interdit? C'est quand il touche le vin lui-même, que ce soit avec la main ou avec un autre membre dont il se sert habituellement pour faire des libations, et qu'il agite le vin. Mais s'il a étendu sa main dans une jarre et qu'on a saisi sa main avant qu'il ne la retire, de manière à ce qu'il ne la remue pas, et qu'on ouvre la jarre par en bas, de sorte que le vin sorte et descende en dessous de sa main, le vin ne devient pas interdit à tout profit. De même, si un gentil saisit un récipient ouvert de vin et l'agite, même s'il ne soulève pas le récipient et ne touche pas le vin devient interdit. S'il a pris un récipient de vin, l'a soulevé et a versé du vin dans un autre récipient, bien qu'il ne l'ait pas agité, le vin devient interdit à tout profit, car le vin est venu par sa force. S'il a soulevé, ne l'a pas agité et n'a pas touché le vin. Le vin est permis. Si un juif a versé du vin à l'intérieur d'un récipient qu'un gentil tenait sur le sol, le vin est permis. Mais si le gentil a remué le récipient, le vin est interdit. Un récipient de vin fermé, il est permis de le faire déplacer par un gentil d'un endroit à un autre, bien que le vin soit ainsi remué, car ce n'est pas de la manière de faire une libation. S'il a déplacé une outre de vin d'un endroit à l'autre et qu'il tient le col de l'outre à la main, que l'outre soit pleine ou non, c'est permis, bien que
le vin soit ainsi remué. Si le gentil a déplacé un récipient en terre cuite ouvert qui est rempli de vin, le vin est interdit de crainte qu'il ne l'ait touché. Et si le récipient n'est pas plein, le vin est permis, à moins qu'il ne l'ait agité. Si un gentil a touché du vin de manière non intentionnelle, il est permis seulement de tirer profit de ce vin, mais non de le consommer. Comment cela? Par exemple, si un gentil est tombé sur une outre de vin ouverte, ou s'il a étendu sa main dans une jarre en pensant qu'elle contenait de l'huile, il s'est trouvé que c'était du vin. Si du vin a été projeté par la force d'un gentil de manière non intentionnelle, dès lors qu'il n'a pas touché le vin est permis à la consommation. Comment cela? Par exemple, s'il a soulevé un récipient de vin et l'a versé dans un autre récipient en pensant qu'il s'agissait de bière ou de l'huile, le vin est permis. Si un gentil est entré dans une maison ou dans un magasin pour demander du vin et qu'il a étendu son bras tout en cherchant et a touché du vin, le vin est interdit car il a eu l'intention de chercher du vin. Et cela n'est pas comme quelqu'un qui touche du vin sans intention. Si une jarre s'est fendue dans sa longueur, c'est-à-dire de haut en bas, et qu'un gentil a pris les devants et a encerclé la jarre avec ses bras afin que les parois en terre cuite ne se séparent pas de part et d'autre de la fente. Le vin est interdit à la consommation, mais il est permis d'en tirer profit. En revanche, si la jarre s'est fendue dans sa largeur et que le gentil a saisi la partie supérieure afin qu'elle ne tombe pas, le vin est permis à la consommation, car le vin ne tient pas par la force du gentil. Si un gentil est tombé dans une citerne de vin et en a été remonté mort, ou s'il a mesuré la citerne dans laquelle se trouve le vin avec un roseau, ou s'il a à l'aide d'un roseau, il a rejeté une mouche ou un frelon, ou s'il a tapoté à la main sur la surface d'une jarre de vin en ébullition pour faire cesser les bulles, ou s'il a pris une jarre et dans le mouvement de colère l'a jeté dans une citerne, le vin est permis au profit seulement, mais non à la consommation. Si le gentil est remonté vivant de la citerne où il est tombé, le vin est interdit au profit. Si une jarre qui présentait un trou sur le côté, le bouchon est tombé du trou et un gentil a posé son doigt à l'endroit du trou afin que le vin ne sorte pas. Dans un tel cas, tout le vin qui se trouve depuis le haut de la jarre jusqu'au trou est interdit et le vin qui se trouve en dessous du trou est permis à la consommation. Soit un tuyau recourbé, siphon, fait du métal, de verre ou ce qui est semblable, une extrémité a été placée à l'intérieur du vin de la jarre et l'autre extrémité à l'extérieur de la jarre. On a aspiré le vin et le vin a commencé à descendre comme l'on fait toujours. Et un gentil est venu et a posé son doigt sur l'extrémité du siphon, empêchant le vin de descendre. Dans ce cas, tout le vin se trouvant dans la jarre devient interdit. Car, sans sa main, tout le vin serait sorti et aurait été tiré automatiquement. Ainsi, tout le vin est considéré comme venu par sa force. Si un juif verse du vin dans un récipient qui contient du vin, il gentil tout le vin qui se trouve dans le récipient supérieur dont il verse devient interdit, car le jet vertical fait la jonction entre le vin du récipient supérieur et le vin du récipient inférieur. C'est pourquoi un vendeur juif qui mesure du vin pour un gentil dans un récipient que ce dernier tient dans sa main doit verser le vin par petit jet interrompu, c'est-à-dire qu'il relève son récipient dont il verse le vin avant que le jet n'atteigne le récipient du gentil ou lancer le vin de loin, afin que le jet ne relie pas le vin des deux récipients, ce qui rendrait sinon interdit le vin restant dans le récipient supérieur. Un entonnoir dans lequel du vin a été mesuré pour un gentil. S'il y a dans le fond de l'entonnoir un endroit où du vin est retenu, cet entonnoir ne pourra pas servir à mesurer du vin pour un juif, tant qu'on ne l'a pas lavé et séché. Et si on ne l'a pas lavé, c'est interdit. Soit un récipient muni de deux becs tubulaires qui font saillie, comme le récipient avec lesquels on se lave les mains, qui est rempli de vin et qui se trouve dans la main d'un juif. Le juif aspire et boit le vin d'un tube et un gentil aspire le bois simultanément de l'autre tube. C'est permis, mais à condition que le juif prenne les devants et cesse d'aspirer alors que le gentil est encore en train de boire. Car dès le moment où le gentil cesse d'aspirer, le vin qui reste dans le tube où il a bu retourne dans le récipient et rend interdit tout le vin restant, pour cause qu'il est venu par sa force. Un gentil qui a aspiré du vin d'une jarre à l'aide d'un tuyau rend interdit tout le vin à l'intérieur, car dès qu'il cesse, le vin qui est monté dans le tube en étant aspiré retombe dans la jarre et rend interdit tout le vin. Si des gentils transportent avec un juif des cruches de vin d'un endroit à un autre et que le juif les suit pour les surveiller, même s'ils se sont éloignés d'un mille de lui, les cruches de vin sont permis, car la crainte du juif pèse sur eux et ils se disent, il va maintenant se présenter devant nous et il nous verra. Mais si le juif leur a dit avancez, je viendrai après vous, ils disparaissent de sa vie le temps nécessaire pour ouvrir
le couvercle de la cruche appliqué à nouveau au couvercle et que celui-ci sèche, tout le vin est interdit à la consommation. Moins de temps que cela, le vin est permis. Et de même, si un juif laisse un gentil dans son magasin, bien qu'il entre et sorte tout le long de la journée, le vin est permis. Mais s'il a informé le gentil qu'il s'éloigne et qu'il a attendu le temps qu'il faut pour ouvrir le couvercle fermé par un nouveau couvercle et le laisser sécher, le vin est interdit à la consommation. Et de même, si un juif laisse son vin dans une voiture ou un bateau avec un gentil et entre en ville pour faire ce qu'il a fait à faire, le vin est permis. Mais si le juif a informé le gentil qu'il s'éloigne et qu'il a attendu le temps nécessaire pour ouvrir le couvercle fermé par un nouvel couvercle et le laisser sécher, le vin est interdit à la consommation. Toutes ces règles s'appliquent pour déjà fermé, mais s'il s'agit déjà ouverte, même s'il n'a pas attendu dès lors qu'il a informé le gentil qu'il s'éloigne, le vin est interdit. Si un juif mangeant chez lui à table avec un gentil a laissé du vin ouvert sur la table et sur le trépied et est sorti, le vin posé sur la table est interdit, tandis que le vin posé sur le trépied est permis. S'il lui a dit « sers-toi et bois », tout le vin ouvert dans la maison est interdit. S'il buvait avec un gentil et qu'il a entendu le bruit de la prière de la synagogue, il est sorti, mais le vin ouvert est permis, car le gentil se dit « maintenant il va se souvenir du vin et revenir rapidement. Il me trouvera en train de toucher son vin ». Aussi le gentil ne bouge-t-il pas de sa place, et seul le vin qui est devant lui est interdit. Un gentil et un juif qui habitent une seule et même cour sont tous deux sortis dans la précipitation pour voir un jeune marié ou pour assister à une oration funèbre, et le gentil est revenu et a fermé la porte, après quoi le juif est revenu. Dans pareil cas, le vin ouvert qui se trouve dans la maison du juif reste permis, car le gentil a fermé uniquement parce qu'il pensait que le juif était déjà rentré chez lui et qu'il ne restait personne à l'extérieur. Il semblait que le juif l'avait précédé. Dans le cas où le vin d'un juif et d'un gentil se trouvent dans une même maison et les jarres sont ouvertes, si le gentil est rentré dans la maison en fermant la porte derrière lui, tout le vin devient interdit. Mais s'il a sur la porte d'une fenêtre qui permet à celui qui se tient derrière la porte d'observer ce qui se passe en face de lui, toutes les jarres qui font face à la fenêtre sont permises et celles qui sont sur les côtés sont interdites. Celles qui sont en face de la fenêtre sont permises car le gentil a peur qu'on puisse le voir. Et de même, si un lion ou un animal semblable à Roger et que le gentil s'enfuit et s'est caché au milieu des jarres ouvertes, le vin est permis car il se dit peut-être un autre juif est caché là et il me verra toucher le vin. Soit un dépôt de vin où les jarres sont ouvertes. Si un gentil possède d'autres jarres dans cette même auberge et qu'on le trouve au milieu des jarres ouvertes du juif, la règle suivante est appliquée. Si c'est frais quand on le trouve et donne l'impression d'être pris comme un voleur, le vin est permis, car du fait de la peur, il n'a pas le temps de faire une libation. En revanche, s'il n'est pas pris comme un voleur, mais il se trouve là parfaitement sûr de lui, le vin est interdit. Si c'est un petit enfant non juif qui est trouvé au milieu des jarres ouvertes du juif, en tout état de cause, tout le vin est permis. Si une troupe armée pénètre dans la ville paisiblement, toutes les jarres de vin ouvertes dans les magasins sont interdites et celles qui sont fermées sont permises. Et en temps de guerre, si une troupe armée se déploie dans la ville et s'en va, les unes et les autres sont permises car les soldats n'ont pas le temps de faire des libations. Dans le cas où un gentil est trouvé debout près de la citerne de vin d'un juif, la règle suivante est appliquée. S'il y a une créance sur le vin est interdit, étant donné qu'il traite le vin avec familiarité, il étend sa main et fait une libation. Et s'il n'y a pas de créance sur ce vin, le vin est permis à la consommation. Si une prostituée païenne est attablée avec des juifs, le vin est permis, car leur crainte pèse sur elle et elle ne touche pas le vin. En revanche, si une prostituée juive se trouve en compagnie de gentils, le vin qui lui appartient et est devant elle, dans ses récipients à elle, est interdit, car les gentils le touchent sans lui demander. Dans le cas où un gentil est trouvé au pressoir, s'il y a sur la surface du pressoir suffisamment d'humidité pour mouiller une main et que celle-ci mouille à son tour, la seconde, il faut laver tout le pressoir et le sécher, sinon on le lave seulement. Ceci est une mesure de rigueur supplémentaire prescrite par les sages. Une jarre de vin qui flotte sur un fleuve, si elle est trouvée face à une ville qui compte une majorité de juifs, elle est permise au profit, mais non à la consommation. Si elle est trouvée face à une ville qui compte une majorité de gentils, elle est interdite à tout profit. Dans un lieu où la majorité des vendeurs de vin sont juifs, si l'on trouve de grands récipients pleins de vin, qui sont des récipients où seuls les vendeurs ont l'habitude de stocker du vin, il est permis d'en tirer profit. Une jarre de vin qui a été ouverte par des voleurs, si la majorité des voleurs de la ville sont des juifs, le vin est permis à la consommation et sinon, il est interdit. C'est Kedusha, loi relative aux aliments interdits, chapitre 13. Qui achète ou loue une maison dans la cour d'un gentil et la remplit de jarres de vin, si la chambre juive
habite lui-même dans cette cour, bien que la porte de la maison où se trouve le vin soit ouverte, le vin est permis. Car le gentil a toujours peur et se dit, il va maintenant entrer soudainement dans sa maison, et me trouvera dans sa maison. Si un juif habite dans une autre cour, il ne doit pas sortir sans fermer la maison où se trouve le vin. Il aura en sa main la clé et le sceau. Il n'est pas à craindre que le gentil ne contrefasse la clé de la maison. S'il est sorti sans avoir fermé la porte, ou s'il a fermé la porte et a laissé la clé dans la main du gentil, le vin est interdit à la consommation de crainte que le gentil ne soit entré et n'ait fait une libation dès lors que le juif n'habite pas là pour le surveiller. Et s'il lui a dit, tiens-moi la clé jusqu'à ce que je revienne, le vin est permis car il ne lui a pas confié la garde de la maison, mais la garde de la clé. Soit le cas suivant. Un gentil a loué les services d'un juif pour lui fouler son vin en état de pureté, de sorte qu'il soit permis au juif et qu'il puisse le lui acheter, et le vin se trouve dans la maison du gentil. Si ce juif qui surveille le vin habite dans la cour, le vin est permis, bien que la porte soit ouverte et que le surveillant juif entre et sorte. Mais si le surveillant habite dans une autre cour, le vin est interdit, bien que la clé et le sceau soient dans les mains d'un juif. En effet, dès lors que le vin appartient au gentil et se trouve dans son domaine, il ne craint pas de contrefaire la clé et d'entrer dans la maison en se disant, advienne que pourra s'ils apprennent que j'ai touché le vin. Ils n'achèteront pas chez moi, c'est tout. Même si le gentil a créé au juif un reçu indiquant qu'il a reçu de lui l'argent pour lui vendre du vin. Dès lors que le juif ne peut pas le sortir le vin du domaine du gentil, tant qu'il ne lui a pas versé l'argent, le vin appartient au gentil et est interdit à moins que le surveillant n'habite dans la cour. Il n'est pas nécessaire que le surveillant surveille le vin en permanence, plutôt il peut entrer et sortir comme nous l'avons expliqué. Tout cela s'applique que le vin se trouve dans le domaine du propriétaire du vin ou dans le domaine d'un autre gentil. Si ce vin du gentil, préparé de manière rituellement valable, est posé dans le domaine public ou dans une maison ouverte sur le domaine public, et que des juifs vont et viennent, le vin est permis, car il n'est pas encore entré dans le domaine du gentil. Un tas d'ordures, une fenêtre et un palmier, bien qu'il n'y ait pas de fruits, sont considérés comme un domaine public. Si une jarre de vin est posée près de là, et qu'un gentil est trouvé là-bas, ils n'auront pas le vin interdit. Une maison qui est ouverte sur l'une de ces trois choses est considérée comme ouverte sur le domaine public. Dans le cas d'une cour divisée en deux voisins, un juif et un gentil, par une base séparation, le gentil se trouve d'un côté, le juif de l'autre côté. De même, dans le cas de deux toits appartenant l'un à un juif et l'autre à un gentil habitant deux maisons contre un juif. Le toit du juif étant plus haut que le toit du gentil, ou les deux toits étant à la même hauteur, l'un à côté de l'autre, avec une base séparation entre eux. Bien que la maison du gentil puisse atteindre la partie du juif, il n'y a pas de souci à se faire ni au regard de Yahin Nesek, ni au regard de l'état de pureté rituelle des aliments Taharot. Il permet à un juif de déposer son vin dans un récipient fermé entre les mains d'un gentil à condition qu'il ait deux signes. C'est ce qu'on appelle un double seau. Comment cela? Si on a fermé la jarre avec un ustensile servant de couvercle qui n'est pas parfaitement fixé, tel l'usage commun, et que le couvercle est enduit d'argile, c'est là un seul seau. Si l'ustensile qui sert de couvercle est parfaitement fixé et est recouvert d'argile, c'est un double seau. De même, s'il a attaché le goulot d'une outre, c'est un seul seau. S'il a plié vers l'intérieur du goulot de l'outre et l'a attaché par-dessus, c'est un double seau. Et de même, tout changement qui est fait par rapport à l'usage commun est considéré comme un seau. Et le fait d'enduire d'argile ou de faire un nœud est un second seau. Mais s'il a déposé entre les mains d'un gentil son vin qui est fermé à un seul seau, le vin est interdit à la consommation et il est néanmoins permis d'en tirer profit à condition que le gentil lui ait désigné un coin spécifique de ses locaux pour entreposer son vin. Pour du vin cuit, de la bière, du vin, auquel d'autres choses, comme du miel ou de l'huile, ont été mélangés, et de même pour du vinaigre, du fromage, du lait, et tout produit qui fait l'objet d'un interdit d'ordre rabbinique, que l'on a confié à un gentil. Deux seaux ne sont pas requis, un seul seau suffit. En revanche, pour du vin, de la viande et un morceau de poisson sont sans signe distinctif que l'on a confié à un gentil, deux seaux sont requis. Il me semble qu'à chaque fois que nous avons dit dans ce contexte qu'un vin nous appartenant est interdit à la consommation mais autorisé au profit. Du fait d'un certain contact avec un gentil. Cela s'applique lorsque le gentil en question est un idolâtre. Mais si c'est le fait d'un gentil qui n'est pas un idolâtre, par exemple un musulman qui a touché de manière non intentionnelle du vin nous appartenant ou qui a tapoté à la main les bulles à la surface d'une jarre de vin effervescent, afin d'atténuer la réaction de fermentation, le vin est permis à la consommation. Et de même pour tout ce qui est semblable. En revanche,
Si un juif confie du vin à un étranger résident guerre Toshab, ou envoie du vin par son intermédiaire et s'éloigne de lui, ou bien s'il laisse sa maison dans laquelle le vin est stocké ouverte dans la cour d'un étranger résident, le vin est interdit à la consommation. Car s'agissant de tout doute concernant l'échange du vin et la falsification du sceau, il me semble que tous les gentils ont le même statut, dès lors que le vin est en leur possession et devient en tout état de cause interdit à la consommation. Certaines choses ne posent absolument aucun problème au regard de l'interdiction du vin de libation, mais ont néanmoins été interdits par les sages en vue de s'éloigner du vin de libation. Les voici. A. Un gentil ne versera pas de l'eau dans le vin qui se trouve dans la main d'un juif de crainte qu'il n'en vienne à verser du vin dans l'eau. B. Un gentil n'amènera pas les raisins au pressoir de crainte qu'il n'en vienne à fouler les raisins ou à toucher le vin. C. Un gentil n'aidera pas un juif lorsqu'il verse du vin d'un récipient à un autre de crainte que ce dernier se fatigue et laisse le poids du récipient reposer dans la main du gentil. Le vin sera alors projeté par sa force. Cependant, si le gentil a aidé à verser le vin ou à verser de l'eau dans le vin ou à porter des raisins au pressoir, le vin est permis. Et de même, il est permis qu'un gentil sente une jarre de vin à nous. Il permet à un juif de sentir une jarre de yayin sec et il n'y a pas d'interdiction à cela, car l'odeur ne représente rien de substantiel. Nous avons déjà expliqué que pour toute chose dont il est interdit de tirer profit, s'il y a eu transaction et qu'elle a été vendue, il est permis de tirer profit de l'argent de la vente, à l'exception de l'argent de la vente d'une idole, de ses accessoires de culte, de ses offrandes et du vin qui lui a été versé en libation. Et les sages sont montrés rigoureux envers le vin ordinaire des gentils, si bien que l'argent reçu pour ce vin est interdit comme l'argent reçu pour du vin versé en libation à une idole. C'est pourquoi, si un gentil a loué les services d'un juif qui s'est engagé à faire pour lui un travail portant sur du vin, son salaire est interdit. Et de même, si des gentils louent l'âne ou le bateau d'un juif pour porter du vin, le prix perçu est interdit. Par conséquent, si c'est de l'argent que les gentils lui ont donné, il jettera cet argent dans la mer de sel. Et s'ils lui ont donné pour le prix de la location à vêtements, des objets ou des fruits, il les brûlera et enterrera la cendre afin de ne pas en tirer profit. Si un juif a loué son âne à un gentil pour le chevaucher et que ce dernier a posé sur le dos de l'âne des cruches de vin, le prix perçu est permis. Si le gentil a loué les services du juif pour briser des cruches de yayin et sec, son salaire est permis et qu'il soit béni parce qu'il a réduit les vanités. Celui qui loue un ouvrier lui dit « Transporte-moi 100 jarres et de biens pour 100 peroutotes. » S'il se trouve que l'une d'elles est une jarre de vin, tout son salaire est interdit. S'il lui a dit « Transporte-moi chaque jarre pour une perouta » qu'il a fait, et il se trouve que certaines des jarres étaient des jarres de vin, le salaire perçu pour le port des jarres de vin est interdit, mais le reste de son salaire est permis. Les artisans juifs à qui un gentil a envoyé une jarre de vin en salaire ont le droit de lui dire « Donne-nous sa contre-valeur ». Mais si la jarre est déjà entrée dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils ont accepté en paiement et en ont pris possession, c'est interdit. Si un juif avait une créance d'un mané sur un gentil, que le gentil est parti vendre une idole et du yanin sec et lui a apporté l'argent de la vente, cet argent est permis. Mais s'il lui a dit avant de vendre, attends-moi que je vende l'idole ou le yanin sec que j'ai et je vais t'apporter l'argent, et qu'il a vendu l'idole ou le vin, il lui a apporté l'argent de la vente, c'est interdit. Cela même s'il ne s'agit que de son vin ordinaire, parce que le juif désire dès lors l'existence du vin ou de l'idole afin de pouvoir se faire payer sa créance. Et de même, dans le cas d'un converti et d'un gentil qui sont associés sur des biens et qui procèdent à un partage, le converti ne peut pas dire au gentil « Prends-toi l'idole et moi je prendrai l'argent. Prends-toi le vin et moi je prendrai les fruits. » Car il désirait alors l'existence de l'idole et du vin afin de pouvoir recevoir leur contre-valeur. Et dans le cas des deux frères, un converti et un gentil qui ont hérité des biens de leur père païen, le converti fait dire à son frère « Prends-toi l'idole et moi je prendrai l'argent. Toi le vin et moi l'huile. » C'est une mesure d'indulgence que les sages ont consentie concernant l'héritage du converti afin qu'il n'en revienne pas à ses vieilles habitudes païennes. Cependant, si l'idole ou le vin sont déjà parvenus en la possession du converti, c'est interdit car il n'a pas le droit d'échanger un objet idolâtre. Un juif qui a vendu son vin à un gentil, s'il a fixé le prix avant de mesurer le vin, l'argent de la vente est permis car dès que le prix du vin est fixé, le gentil est décidé, et dès lors qu'il tire le vin, il acquiert, tandis que le vin ne devient pas du yanin sec, tant qu'il ne l'a pas touché. Par conséquent, au moment même de la vente, le vin était permis. Mais s'il a mesuré le vin avant d'en fixer le prix, l'argent de la vente est interdit car le gentil n'est pas décidé, tant qu'il ne connaît pas le prix, bien qu'il ait tiré le vin.
Par conséquent, au moment où il a touché le vin, il n'était pas encore décidé à acheter le vin et devenu interdit par son comptable. C'est donc désormais comme si le juif lui vendait du vin des gentils. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque le juif mesure le vin dans ses récipients, mais s'il mesure le récipient des gentils ou dans le récipient d'un juif qui se trouve dans la main d'un gentil, il doit prendre l'argent avant de mesurer. S'il a mesuré sans prendre l'argent, bien qu'il ait déjà fixé le prix, l'argent de la vente est interdit, car dès que le vin atteint le récipient, il devient interdit comme vin ordinaire des gentils. Qui donne un dinar et un épicier gentil et dit à son ouvrier gentil, va boire et manger chez l'épicier et je fais le calcul avec lui. Doit se soucier de l'éventualité que son ouvrier boive du vin. Ce serait comme s'il lui avait acheté, il lui avait servi à boire du yanin sec. L'équivalent est interdit concernant les produits de la 7e année, de la Shemitah. Par exemple, s'il a donné un dinar à un épicier juif ignorant à Retz et a dit à son ouvrier juif, va manger chez l'épicier et je fais le compte avec lui. Et si l'ouvrier mange un produit dont la dîme n'a pas été prélevée, c'est interdit. En revanche, s'il a dit à son ouvrier, va manger et boire avec ce dinar-là, ou s'il lui a dit, va manger et boire à ma charge chez l'épicier, je rembourserai, bien qu'il ne soit obligé, étant donné qu'il n'est rien désigné pour le paiement de son obligation, c'est permis. Il ne se soucie ni au regard des questions relatives au yaïn sec, ni au regard des questions relatives aux produits de la 7e année, ni au regard des questions relatives à la dîme. Dans le cas d'un roi qui distribue son vin au peuple, et en perçoit le prix selon son bon vouloir. Un homme ne doit pas dire à un gentil, voici pour toi 200 sous et entre à ma place dans l'entrepôt du roi, afin que le gentil prenne le vin et que le roi a inscrit pour les juifs et donne l'argent au roi. Mais il peut lui dire, voici pour toi 200 sous et sauve-moi de mon obligation concernant l'entrepôt du roi. Si un gentil a touché le vin d'un juif contre sa volonté, il est permis de vendre ce vin au gentil qu'il a rendu interdit seulement, car puisque ce gentil a eu l'intention de lui causer un préjudice en rendant son vin interdit, c'est comme s'il avait brisé ou brûlé, car dans lequel il est tenu de payer le dommage, ainsi l'argent que le juif perçoit de lui correspond à la réparation du dommage et non au prix de la vente. Amen.